Dans cette vidéo, on va étudier un diagramme binaire théorique en redémontrant dans un premier temps la loi de Raoult, puis la loi de Clapeyron, pour exprimer les fractions molaires d'un constituant en fonction de leur température. Donc d'abord, nous allons commencer par démontrer la loi de Raoult. Alors pour démontrer la loi de Raoult, on va considérer un mélange idéal de liquides. Mélange idéal. Et donc un mélange idéal liquide a le potentiel de ses constituants, qu'on va noter I, liquide, est égal à un potentiel standard de référence, fonction de température et de pression, plus RT, ln de la fraction du constituant en phase liquide, fraction molaire. Et donc ça, c'est la définition même d'un mélange idéal liquide. C'est-à-dire qu'on peut assimiler ici l'activité du constituant à sa fraction molaire. On va considérer aussi ce mélange idéal liquide en équilibre avec sa phase gaz, qui est constituée d'un mélange de gaz parfait. Et dans ces cas-là, le potentiel d'un constituant phase gaz est fonction du potentiel standard phase gaz du constituant, plus RT, ln de la pression du constituant sur une pression standard de référence qu'on va prendre égale à 1 bar. Voilà. Et donc là, on va dire que la phase gaz et la phase liquide sont en équilibre. Donc on peut dire que les potentiels sont égaux. On a égalité des potentiels d'un constituant liquide avec les potentiels d'un constituant liquide sous forme à gaz. Ce qui nous permet de réécrire l'équation comme ceci. Le potentiel standard du constituant liquide, fonction de température et de pression, plus RT, ln de la fraction molaire du constituant liquide, est égal au potentiel standard de la phase gaz, fonction uniquement de la température, plus RT, ln de la pression de ce constituant sur la pression standard. Donc pour exprimer la loi de Raoult, il nous faut exprimer PI. Donc pour exprimer PI, on va prendre ce terme-là qu'on va faire passer de l'autre côté. On va prendre ce terme-là qu'on va faire passer de l'autre côté. Et on va passer à l'exponentielle pour s'affranchir des termes en ln. Et donc on va retrouver un terme tout simple qui dit que la pression dans le cadre d'un mélange, d'un liquide, dans le cadre d'un mélange, la pression d'un constituant I est égale à l'exponentielle du potentiel de ce constituant I en phase liquide, fonction de température et de pression, moins le potentiel standard du constituant gazeux, fonction uniquement de la température, divisé par RT, fois le terme P0, qui vaut 1 bar, fois la fraction molaire du constituant sous forme liquide. Et donc on retrouve ici une expression de la pression en fonction des fractions molaires, des potentiels et de la température. Et là on va prendre un cas particulier. Et ce cas particulier, ça va être un corps pur. Et pour un corps pur, on va avoir droit à deux choses. C'est que sa fraction molaire va être égale à 1, puisque le corps est pur, et que sa pression est égale, si ce corps pur est en équilibre liquide-vapeur, évidemment, j'insiste bien sur le fait que le corps pur est en équilibre liquide-vapeur, bah, sa pression est égale à sa pression de vapeur saturante. Donc ça, c'est la pression de vapeur saturante. Et dans le cas particulier des liquides idéaux, on peut faire une approximation. C'est que pour les phases condensées, donc par exemple pour les liquides, eh ben, les potentiels standards
de référence dépendent très peu de la pression. Donc on peut dire que le potentiel standard de référence dépend uniquement de la température et de la pression de vapeur saturante du constituant I. Donc on a ça. Et donc on peut remplacer dans ce cas-là, ici, dans l'expression du départ, le potentiel standard liquide en fonction de la pression, qui est cette fois-ci en fonction uniquement de la température, et donc de la pression de vapeur saturante. Donc on a que la pression de vapeur saturante, fonction de température, est égale à l'exponentielle du potentiel standard liquide du constituant I, fonction de T et de la pression de vapeur saturante, moins potentiel standard du gaz, fonction de température, sur RT, fois P0, qui vaut 1 bar, je le rappelle. Et donc, si on regarde bien cette expression-là, et qu'on prend en compte le fait que ce potentiel-là peut être assimilé à celui-ci, alors on peut dire que l'expression qui est ici, qu'on peut remplacer ici par l'expression de la vapeur saturante, est égale à l'expression qui est ici. Sans oublier ici la fraction molaire du constituant d'un mélange idéal. Et donc il vient tout simplement de la loi de Raoult qui nous dit que la pression d'un constituant est égale à sa pression de vapeur saturante, fonction de la température, fois la fraction molaire de ce constituant sous phase liquide, le terme qui est ici tout à l'heure. Donc ça c'est quelque chose qu'on a pu faire en faisant l'approximation d'un corps pur et d'une phase condensée. Et on le retrouve ici, l'expression de la loi de Raoult générale. Et dans le cas de mélange idéaux A et B, on a la pression totale est égale à la pression de vapeur saturante du constituant A, fonction de la température, plus la pression de vapeur saturante du constituant B, moins la pression de vapeur saturante du constituant A, pondérée par la fraction molaire liquide en B. Et donc on peut exprimer la fraction molaire liquide en B en fonction des pressions. Et il vient tout naturellement que la fraction molaire de B liquide est égale à la pression du système moins la pression de vapeur saturante de A fonction de la température divisé par la fraction, la pression de vapeur saturante du constituant B moins la pression de vapeur saturante du constituant A, tous fonction de la température. Donc implicitement, on a bien une fraction molaire fonction de la température qui va nous permettre de tracer un diagramme isobare. Concernant, donc là, c'est l'équation de la courbe d'ébullition. Et concernant la courbe de Rosé, il nous faut l'expression de la fraction molaire de B en phase gaz. Donc on sait que la fraction molaire de B en phase gaz est donnée par la loi de Dalton, qui nous dit que c'est la pression en B sur la pression du système. Et via la loi de Raoult, on peut dire que c'est égal à la fraction molaire de B liquide fois la pression de vapeur saturante de B, fonction de la température, qu'on va renoter ici, divisé par la pression standard, enfin la pression du système. Donc ça c'est égal à la fraction molaire de B gaz. Donc on a d'un côté la fraction molaire de B en gaz, fonction de la température finalement, de la pression, mais pression qui dépend de la température,
fonction aussi de la température de la pression du système. Et on a la fraction molaire de B liquide, qui est fonction de la pression du système, donc qui est une constante, puisqu'on travaille de façon isobare. Donc ça, c'est une constante. Et fonction des pressions de part saturantes, qui elles sont fonction des températures. Donc on a bien deux fractions molaires en fonction de la température. Maintenant, on va essayer d'être un peu plus explicite et donc d'exprimer les pressions en fonction de la température pour avoir cette fois-ci l'expression des fractions molaires en fonction d'une donnée, la température. Et pour ça, ce qu'il nous faut, c'est définir la loi de Clausius, qu'on va définir ici. Alors comment fait-on pour redémontrer simplement la loi de Clausius? Eh bien, on va considérer deux phases, alpha et bêta, caractérisées par des entropies molaires absolues S et des volumes molaires V et des enthalpies molaires H. Donc on va considérer deux phases, une phase alpha et une phase bêta, par exemple liquide, ce que vous voulez, hein, de phase gaz, et on va dire qu'elles sont en équilibre. Donc ce qu'on peut dire, c'est que du coup, les potentiels standards de la phase A, en fonction de la température et de la pression, est égal au potentiel de la phase bêta, en fonction de la température et de la pression. Et donc là, l'égalité de ces deux fonctions implique également l'égalité des différentiels. Donc ça veut dire que la différentielle du potentiel de alpha, fonction de température et de pression, est égale à la différentielle du potentiel de bêta, fonction de température et de pression. Donc ça, c'est forcément 1. Or, qu'est-ce qu'on sait? C'est que la différentielle du potentiel en fonction de la température à pression constante est égale à son entropie molaire, puisqu'on travaille en molaire, et que la différentielle du potentiel d'une phase en fonction de la pression à température constante est égale au volume molaire. Donc ce qu'on peut écrire de ce fait, de là, c'est que la différentielle de la phase alpha est égale à moins l'entropie molaire de la phase alpha fois dt. Donc ça, je l'obtiens par ici. Plus le volume molaire de la phase alpha fois dp, et donc est égal à l'entropie molaire de la phase bêta fois dt, plus le volume molaire de la phase bêta fois dp. Donc là, on va dézoomer un peu pour voir ce qui se passe. Donc on se retrouve avec ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer dp en fonction de dt. Et il vient tout simplement que dp sur dt. Alors il suffit de passer le terme en dp d'un côté et les termes en dt de l'autre, et de factoriser. Et donc est égal à l'entropie molaire de bêta moins l'entropie molaire de alpha divisé par le volume molaire de bêta moins le volume molaire de alpha. Donc là, on a ce qu'on appelle la chaleur, la première partie de la relation de Clausius. Et là, ce qu'on peut dire, c'est faire une approximation, hein, c'est que la chaleur latente de fonction d'état, d'un changement d'état, qu'on va noter L, donc la chaleur latente d'un changement d'état entre alpha et bêta, est égale à la différence d'enthalpie
entre bêta, molaire bien sûr, hein, moins l'enthalpie molaire de alpha. Or, on sait que la variation d'enthalpie, excusez-moi, on sait que la variation d'entropie molaire d'un système, c'est la variation d'entropie de bêta moins la variation d'entropie molaire de alpha est égale à delta H sur T. Et donc ici est égal à, selon le formalisme utilisé, L de alpha à bêta sur T. Donc ce terme-là, on peut l'inclure ici. Et on obtient la relation de Clapeyron qui nous dit que d2p sur dt est égal à la chaleur latente entre alpha et bêta divisé par T fois la différence entre les volumes molaires entre alpha et bêta. Donc là, on a la relation de Clapeyron, Clausius-Clapeyron. Et là, on va faire une approximation. On va dire que le volume molaire, donc on va retourner dans notre cas du liquide gaz. Et on va dire que le volume molaire de la phase liquide est très inférieur au volume molaire de la phase gaz. Ce qui va nous permettre finalement de nous affranchir de la différence ici, hein, de prendre que le volume molaire de la phase gaz. Et dans le cas d'un gaz parfait, et ben on a P fois V égale R fois T. Donc le volume est égal à RT sur P. Et donc là, on peut inclure ici la relation qui est là, ici. Et donc on retrouve l'expression suivante, d2p sur dt est égal à l'enthalpie de changement d'état entre alpha et bêta, donc liquide gaz ici, hein. On va marquer directement liquide gaz, divisé par RT carré, donc fois P, divisé par R fois T au carré. Alors on vérifie ça. Hop. Et on retrouve la formule de Clausius-Clapeyron qui est ici. Donc on peut l'intégrer dans le cadre de notre étude. Et il vient que dans le cadre d'un corps pur, en équilibre liquide-vapeur, la pression de vapeur saturante de ce corps pur, fonction de la température, est égale à la pression standard, 0, parce que j'intègre, exponentielle la chaleur de changement d'état de vapeur du corps pur, divisé par R. Et comme on a intégré en 1 sur T carré, fonction de 1 sur la température d'ébullition, moins 1 sur T. Et là, le tout à l'exponentielle, bien sûr. Et là, on va prendre du recul sur ce qu'on vient de faire, en dézoomant. Donc là, tout à l'heure, on avait exprimé ici la fraction molaire de B en gaz en fonction de la pression de vapeur saturante et de la fraction molaire de B en liquide et de la pression de travail. Donc on va entourer en vert les constantes.
Donc ça, c'est une constante. Ça, c'est une variable. Ça, c'est une variable, bien sûr, ça aussi. Ici, on avait l'expression qui était là. Donc là, l'expression qui est constante. Donc là, c'est la fraction molaire en liquide, fonction de la pression de vapeur saturante en A, en B. Et on va remplacer l'expression de vapeur saturante qui est ici, à l'aide de la relation de Clausius, par l'expression qui est ici, en prenant bien garde que ça, c'est une constante, ça, c'est une constante, ça, c'est une constante, ça, c'est une constante, ça dépend du constituant étudié, et ça, c'est la variable. Et donc, on a bien réussi à avoir la fraction molaire du constituant B sous phase liquide en fonction de la température, qu'on vient d'entourer en rouge ici, et la fraction molaire du constituant gazeux, de même en fonction de la température, puisque fonction de la fraction molaire là, en fonction de selon la loi de Raoult. Donc on peut tracer le diagramme binaire théorique de deux composants, A et B, par l'intermédiaire de la fraction molaire de B, en connaissant la chaleur latente de vaporisation des composés et les constantes et les températures d'ébullition. Donc là, on va se mettre dans le cadre, ici, une simulation Python. Donc on a considéré un constituant A, on a sa chaleur de changement d'état. Un constituant B, la température d'ébullition de A, la température d'ébullition de B. Donc A et B sont du pentane et du N-pentane. On a pris une pression d'étude de 1, on a pris une constante à 8,314, constante d'égal parfait, hein, KBT. On a défini une température qui allait de TA, de la température d'ébullition de A à la température d'ébullition de B, qui sont du coup des corps purs. Approximation des mélanges idéaux, les températures d'ébullition sont vraies pour les fractions molaires égales à 1. On a défini une fonction pression de vapeur saturante, et là on a l'expression de la relation de Clausius. Une fonction pression de vapeur saturante de B, et donc là on a aussi l'expression de la loi de Clausius-Clapeyron. On a défini la fraction molaire de B en fonction de la température. Donc là, on appelle les valeurs de Psat, donc des fonctions qui sont là dans la fonction. Donc on crée des variables internes à la fonction fraction molaire liquide, et on appelle les fonctions externes, Psat A et Psat B. Et on retourne le calcul qu'on avait vu tout à l'heure pour avoir la fraction liquide. Pour la fraction gazeuse, c'est plus simple. On crée les variables ici locales, qui sont égales aux fonctions de Psat A et Psat B qu'on avait définies plus haut. Et pareil pour la fraction liquide, on en crée une variable locale, et on demande le calcul de la fraction liquide de gaz de B en fonction de la fraction liquide, de la pression saturante et de la pression de standard. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé via la loi de Raoult. Et on demande de nous tracer la fraction liquide de B en fonction de la température et la fraction liquide gazeuse de B en fonction de la température. Et on retrouve ici le diagramme binaire simulé, isobar, du propane et du pentane à une pression de travail de 1 bar. Voilà.